Thierry Langrenet, merci de me rejoindre. Ici, sur scène, vous allez vous diriger vers le pupitre. Bonjour à vous. Vous êtes, je le dis, le président des Ateliers du Futur. Voilà. Vous avez remis au gouvernement un rapport sur l'assurabilité des risques climatiques. C'était, si je ne dis pas de bêtises, le 2 avril dernier. 150 personnes environ ont travaillé, le BGRM, le GIEC, le CNRS et d'autres, évidemment. L'objectif, mais vous allez évidemment le répéter, c'est d'adapter le système de l'assurance français face aux risques climatiques en hausse, dont le coût pourrait augmenter de 50%, je dis bien 50% d'ici 2050. Alors, dans ce rapport, il y a 11 objectifs, 37 recommandations, avec un enjeu majeur, maintenir l'assurance accessible à tous et le renforcement de la prévention. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci Edouard, merci Jacques pour votre si sympathique invitation. Et je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous aujourd'hui que je pense qu'on peut vraiment dire que ce rapport a été un magnifique exercice collectif. Et vous savez que j'apprécie particulièrement le jeu collectif. Alors ce rapport a été effectivement un point marquant de l'année 2023. Il a été remis fin décembre, dévoilé début avril. Et effectivement, il a donné lieu à de premières mesures. Je voudrais dire que je pense comme Antoine qu'on touche un sujet qui est à la fois climatique et assurantiel, bien sûr, mais aussi de plus en plus sociétal. Et je pense que les derniers développements qui ont eu lieu ces derniers mois et même ces dernières semaines, en lien avec la finance notamment, nous montrent à quel point aujourd'hui, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, le sujet des finances publiques est important et le climat peut évidemment, notamment en France, avoir un impact significatif sur les finances publiques, qu'il s'agisse de l'agriculture en général ou même de la couverture des risques climatiques. Alors, je voudrais démarrer par la mère des batailles. Antoine l'a dit, ce sujet n'est pas directement l'atténuation, mais c'est quand même quelque part la mère de tous les sujets qui impactent l'atténuation à travers, bien sûr, le coût des événements extrêmes. Un chiffre ou deux chiffres, la France, c'est seulement 1,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais 4% des dommages, en tout cas des dommages indemnisés, c'est-à-dire 4 milliards d'euros sur la dernière décennie en moyenne, sur 100 milliards d'euros au niveau mondial, indemnisés en ce qui concerne les événements naturels, 200 milliards si on prend l'ensemble des dommages. Alors pourquoi ce sujet est-il important? Parce qu'en fait, les assureurs ont un pouvoir en dehors de l'Hexagone, extraterritorial. Et donc, ils ont la capacité, eux aussi, de baisser les émissions de gaz à effet de serre au-delà de la France, au niveau européen, mais même au niveau mondial, partout où leurs investissements peuvent se projeter et influencer la politique de décarbonation des entreprises et des États dans lesquels ils investissent. Et donc ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique a bien été introduit dans le rapport, même si à la toute fin. Et je voudrais commencer par dire que nous sommes en plein rendez-vous sur ce sujet, puisque 2024, c'est l'année de la CSRD, puisque le Parlement et le Conseil européen viennent de voter la CS 3D, c'est-à-dire le devoir de vigilance et le devoir de plan de transition au niveau des entreprises, y compris d'assurance, sans parler de la refonte de Solvabilité 2 qui inclut une dimension plan de transition. Donc, avoir des plans de transition alignés sur les accords de Paris devient une figure imposée. Et c'est de cette manière que les assureurs vont agir sur les émissions extraterritoriales. De manière plus prosaïque, et ce rapport, comme vous l'avez vu, fait assez fréquemment l'hélicoptère entre le supranational et le local-local,
il y a en France une excellente pratique qu'il faut généraliser, ce sont les clauses vertes, que je vais illustrer particulièrement sur le secteur de l'automobile dans un instant. Le troisième sujet que j'ai voulu pointer dans ce domaine, même s'il a... c'est la bonne mesure des émissions. On voit fleurir ces jours-ci des rapports de durabilité intégrant un volet climat qui sont, je vous le dis très simplement, du pur greenwashing. Et ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas parce que personne ne peut considérer sérieusement que les émissions des assureurs, spécialement en assurant dommages, se limitent à la circulation des véhicules qui n'ont rien demandé aux assureurs avant de circuler et aux émissions des entreprises. Je vais y revenir également. Les investissements sont gigantesques pour la décarbonation. Antoine l'a évoqué à l'instant, le public ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire grand-chose, surtout compte tenu des contraintes budgétaires, bien sûr, auxquelles tous les États sont confrontés en ce moment. Les États-Unis et la Chine sont parmi les pays dans lesquels les États investissent massivement et subventionnent massivement les investissements de décarbonation. McKinsey a chiffré à plus 50% le volume annuel de finances qui doit aller vers les investissements verts. Encore une fois, les assureurs ont cet énorme pouvoir puisque ce sont les premiers asset owners au niveau mondial. Ça concerne y compris la forêt, bien entendu. Deuxième dimension, la dimension des clauses vertes. Et je voudrais souligner que les assureurs ont aujourd'hui, je dirais ou jamais, l'occasion de transfigurer la trajectoire de décarbonation du secteur du transport, et spécialement en France. En France, le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Sur ces 30%, une énorme partie vient du transport routier. Et sur le transport routier, la moitié des émissions est imputable aux véhicules de particuliers. Et les simulations, les projections de l'ADEME et les projections du syndicat des ingénieurs de l'automobile montrent que la France ne va pas réussir ses objectifs de décarbonation à horizon 2030, 2040 et 2050. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Antoine, le rythme d'électrification du parc est minusculesque, plus 1% par an, et la durée de vie, c'est lié bien sûr, la durée de vie des véhicules thermiques est très importante, 20 ans aujourd'hui. Les assureurs, comme je le disais, ont une opportunité extraordinaire, c'est doubler ce rythme de décarbonation par l'électrification. Comment ? Au moment du sinistre. Vous réglez tous les jours des sinistres. Il y a les petits, les moyens et les gros sinistres. Et les moyens et les gros sinistres, c'est une page blanche. C'est une opportunité pour n'importe quel assuré, particulier, professionnel, exploitant agricole, entreprise, de reconsidérer l'existant. Et si l'assureur donne un petit coup de pouce pour passer du thermique à l'électrique, alors l'assureur peut avoir une influence critique pour décarboner ses habitudes de circulation et doubler le rythme de décarbonation du transport et du transport léger. Et ça mérite véritablement d'être dans le scope 3 aval, dans le périmètre des émissions contrôlées, maîtrisées par les assureurs. Voilà, j'en ai terminé sur l'atténuation, mais je crois vraiment que ça mérite une énorme partie de votre attention. Alors parlons d'un sujet qui peut peut-être vous intéresser, l'assurance. L'assurance, naturellement, est caractérisée aujourd'hui par un régime extraordinaire qui est celui que gère la Caisse centrale de réassurance avec vous, le régime des catastrophes naturelles. Or, ce régime qui a plus de 40 ans d'existence et qui est toujours aussi jeune, puisque le monde entier nous l'envie, sauf peut-être l'Espagne, et encore,
mais le monde entier nous envie son universalité et son efficacité qui se démontre à travers la résilience de toutes nos géographies, de tous nos secteurs, de tous nos acteurs. Ce régime est fragilisé par des contraintes dont la première est la contrainte financière. On a en France la possibilité de comparer les deux régimes. Le régime libéral complètement discriminant en termes de gestion du risque versus le régime solidaire avec une mutualisation ou des subventions entre les différents niveaux de risque. Là, j'ai figuré la pente de risque avec en rouge la pente de prime qui suit exactement la pente de risque dans un régime libéral, et en vert la pente de prime évidemment subventionnée pour un régime solidaire comme le régime CatNat. Seul ce régime permet l'assurabilité complète. Pourquoi ? Parce que la non-assurance commence par les surexposés. Parce que les surexposés n'ont plus les moyens de s'assurer. On le voit en assurance agricole. La non-assurance couvre ceux qui sont les plus exposés et qui sont aussi les plus faibles économiquement. Les maraîchers, les arboriculteurs, donc c'est par ces situations-là que l'inassurabilité démarre. Dans un régime solidaire, on s'occupe prioritairement des primes des plus exposés. Comment ? Grâce au support financier de ceux qui sont le moins exposés, ce qui n'est possible que s'il y a une assurance obligatoire. Pour que ce régime tienne, comme d'habitude, il faut qu'il soit durable, en l'occurrence durable économiquement. Et comme vous le savez bien, le prix de revient de l'assureur, ce sont trois dimensions. Le prix de revient des sinistres, la moyenne, le prix de revient du capital, le coût des fonds propres, et troisièmement, les coûts de fonctionnement, distribution, gestion des contrats, gestion des sinistres. La préconisation que nous avons pu faire, non pas en décembre, mais dès le début de l'automne, a été de porter la surprime CatNat à 20,3% sur base des chiffres 2022 et de l'incrémenter d'environ 0,2% sur chacune des années à venir pour tenir compte de cette quatrième inflation qui est l'inflation des événements climatiques extrêmes dont vous connaissez le détail. Sur le 20,2%, d'abord je voudrais dire que nous n'avons pas été, je n'ai pas été conservateur. Je pense qu'il y a encore une marge d'incertitude et qu'on pourrait justifier un petit incrément supplémentaire. Mais restons-en là. En tout cas, ça veut dire que chaque année, pour suivre cette inflation qui s'ajoute à l'inflation monétaire, à l'inflation des capitaux assurés, à l'inflation de la mobilité de la population, il faut bien rajouter 0,2%. Ce qui fait qu'on passe entre 2022 et 2025 à beaucoup plus que 20%. Et ma préconisation, c'est vraiment qu'on ait le courage d'aller régulièrement à ces niveaux-là. Sinon, on recrée, on recreuse un déficit qui génère des comportements problématiques. Et par exemple, on prive la CCR du moyen de se protéger et de protéger le budget de l'État. Il paraît que le budget de l'État, c'est important en ce moment. Eh bien, comme le démontrent de multiples études d'Edouard, d'Antoine, de Jacques et de leurs équipes, il y a plusieurs milliards ou dizaines de milliards en jeu sur des big one, notamment en matière de cyclone sur les Antilles. Et je pense que personne n'a envie que le budget de l'État, tout d'un coup, découvre une dizaine de milliards parce qu'un mauvais cyclone est passé sur la zone industrielle des Abîmes au milieu de la Guadeloupe. Troisième et quatrième recommandation, donner aux assureurs
l'envie de rester universel. Il y a bien sûr le levier de la réputation, c'est-à-dire le fait que les politiques de durabilité d'un assureur doivent logiquement contribuer à l'assurabilité. Et donc, l'assureur devrait montrer les efforts qu'il fait dans le cadre de cette assurabilité. Et je pense que de plus en plus, les reportings extra-financiers vont le demander. Mais il y a aussi évidemment les aspects purement financiers. Quel acteur peut durablement vendre à perte? Quel acteur ne souhaite pas se protéger d'une vente à perte? Personne. Et aujourd'hui, les mouvements que l'on a pu constater, spécialement sur certains secteurs surexposés, il ne faut pas se voiler la face, ils sont liés tout simplement au fait qu'un assureur a naturellement envie d'éviter de saigner abondamment et d'avoir à expliquer des pertes trop significatives du fait du régime CatNat. Et donc il faut à la fois rééquilibrer l'ensemble du régime, ce qui prive l'assureur à ce moment-là de tout prétexte, de toute justification pour quitter les zones rouges, mais il est probablement aussi nécessaire, indispensable même, de rééquilibrer les marges des assureurs entre ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des barbares aux frontières, c'est-à-dire des assureurs qui, en LPS, attaquent systématiquement et prioritairement les zones vertes, engrangent la marge générée sur ces zones grâce aux tarifs imposés par l'État de surprime catastrophe naturelle, qui ne reversent pas à la CCR, puisque la réassurance est facultative, les dites marges, et qui du coup privent le marché français de la mutualisation, de la subvention croisée entre les zones vertes et les zones rouges. Personnellement, je pense que c'est essentiel, et ça va bien sûr en lien avec la résistance française, qui serait tout à fait légitime au titre du projet FIDA, de partage des données d'assurance en open source. Donc c'est ce qu'on a appelé le bonus fiscal, le bonus-malus fiscal pour les assureurs. Je n'y reviens pas. Passons maintenant à un levier extraordinairement important pour la durabilité de ce beau régime, qui est, je dirais en quelque sorte, aide-toi, le ciel t'aidera. Aujourd'hui, la communauté, la collectivité tolère, accepte des hausses de primes et la prise en charge des risques, y compris les plus exposés. Et je vais caricaturer, y compris les villas à 10 millions d'euros situées à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, surexposées aux cyclones ou surexposées aux submersions, avec des franchises minuscules. Je pense que de plus en plus, la communauté, la collectivité des assureurs et l'État auront du mal à justifier un traitement indifférencié des assurés, des sinistrés, alors même que de multiples sinistres sont intervenus sur une zone malheureusement surexposée. La réponse à cela, c'est la prévention. La prévention a déjà fait ses preuves, puisque la CCR a démontré que grâce aux efforts de prévention collective menés par les collectivités, grâce notamment au fonds Barnier, le coût des inondations d'aujourd'hui est 30% plus bas qu'il n'aurait été en moyenne si ces mesures n'avaient pas été mises en œuvre. C'est phénoménal. On peut aller encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas démontré que chaque euro de prévention est vraiment investi là où il peut avoir le plus d'impact au niveau national. Entre nous, on est quand même un peu dans un régime de libre service où les collectivités s'adressent à la DGPR et obtiennent ou pas un budget en fonction des priorités. Pas forcément en fonction, malheureusement, du risque maximal au niveau français et pas seulement métropolitain. Donc la prévention a prouvé sa rentabilité, il faut la renforcer. Et il faut d'autant plus la renforcer que, bien sûr, l'inflation des risques climatiques est très importante. Et les derniers rapports suite au GIEC sont encore plus alarmants
sur le rythme de réchauffement et donc sur le rythme de développement des événements extrêmes. En ce qui concerne les constructions neuves, la France fait pâle figure dans la comparaison avec l'Espagne. Je le dis tout simplement. Nous avons des normes de construction sur les zones fortement exposées à l'argile qui sont faibles par rapport à l'Espagne, qui n'a aucun problème de retrait-gonflement des argiles alors qu'ils ont à peu près la même exposition que la France à ce sujet parce que leurs normes de construction ont changé depuis le début des années 2000. Et outre l'étude de sol obligatoire, la souscription de l'assurance dommage ouvrage en France n'est pas sanctionnée, contrairement à l'Espagne où elle est très clairement suivie. D'où les deux recommandations que nous avons faites. En ce qui concerne l'existant, c'est évidemment un match beaucoup plus challenging. Comme toujours, je considère qu'il y a 3 facteurs clés de succès pour réussir: savoir, pouvoir, vouloir. En ce qui concerne le pouvoir-faire, la prévention, ça coûte, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça n'existe pas au niveau individuel, parce que c'est un investissement qui a 0 rentabilité. La rentabilité sur votre prime CatNat, elle est nulle, puisque ni la prime ni la franchise n'est modifiée par un investissement individuel. Et la rentabilité sur l'assurance ou pas l'assurance, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour s'assurer, donc il n'y a pas de responsabilisation. C'est le principal reproche qui est fait à notre régime CatNat, à juste titre. Donc, première brique, premier pilier, il faut donner les moyens de s'assurer. Antoine en a parlé tout à l'heure. On va voir de quelle manière, dans le PNAC, est traitée la prévention individuelle. Il ne faut pas que ce soit peau de chagrin. Il ne faut pas que ce soit l'oublié. Parce que c'est comme ça qu'on va investir plus dans la R&D sur les retraits-gonflements des argiles. C'est comme ça qu'on peut baisser la sinistralité sur le cyclone, notamment aux Antilles et à La Réunion. Et c'est comme ça qu'on peut faire encore plus sur la prévention des inondations, bien entendu. Le diagnostic de résilience, c'est aussi quelque chose qui doit être financé. Ça coûtera quelques centaines ou milliers d'euros si ça n'est pas fait par les experts d'assureurs qui devraient, à mon sens, être investis de cette mission également. Deuxièmement, savoir, donc donner la connaissance, eh bien, c'est un mix, à mon avis, entre des professionnels après sinistre, mais aussi les sachants animant une magnifique association nationale de prévention des risques naturels. N'est-ce pas, messieurs les agents généraux, par exemple? Et puis, troisièmement, vouloir faire. Et le vouloir faire, comme d'habitude, ça peut être un mélange de carottes, de bâtons, puisqu'il y a toute la ribambelle de leviers pour inciter à faire. Et comme vous le savez, le rapport contient des prescriptions, des recommandations pour obliger en zone orange et en rouge à savoir, c'est-à-dire à avoir un diagnostic de résilience, et par ailleurs à libérer les tarifs et les franchises sur les zones rouges pour les résidences secondaires. Sujet qui a le succès probablement le plus important de tout ce rapport. Alors oui, c'est compliqué de faire une cartographie. Sauf que si on veut, on peut. Parce qu'on a aujourd'hui des briques. On a toutes les briques des PPR. Ces briques sont imparfaites, on le sait bien, mais elles ont le mérite d'exister et ça ne pose aucun problème de commencer à travailler sur base d'une cartographie imparfaite. Parce que rappelons-nous que la cartographie a 3 objectifs. Elle a un objectif financier, c'est-à-dire le bonus-malus fiscal, qui ne va concerner que les assureurs, pas les clients, que les assureurs, et qui va permettre d'inciter d'ores et déjà les assureurs à être toujours présents, je peux dire encore plus présents, mais toujours présents sur les zones rouges. C'est important, c'est urgent, ça peut être mis en œuvre rapidement. La deuxième vocation, elle est de suivre
justement la présence ou la moindre présence des assureurs sur ce sujet-là, le suivi que peut déjà réaliser la CCR sur les bases de cette cartographie, notamment, aucun impact sur les clients. Et oui, il y a un impact plus sensible à travers la prévention, si l'on exige un diagnostic de résilience et ou des travaux et ou un traitement différencié des résidences secondaires sur les zones rouges. Mais on peut effectivement, pour cette troisième dimension, attendre que le zonage soit parfait. Voilà. Je note d'ailleurs que certains n'ont pas attendu. Je connais au moins 2 assureurs qui ont développé des outils permettant à leurs clients de se positionner et donc qui ont bien fait la consolidation de ces zonages PPR et de géorisque. Sur la prévention, sur le financement de la prévention, je n'insiste pas. Le fait de porter la surprime de 12 à 20%, ça crée instantanément une cagnotte de 150 millions d'euros environ qui est à disposition. On va voir de quelle manière le PNAC recycle ces 150 millions qui sont une certitude à effet de l'année prochaine. Et puis, un sujet auquel je crois personnellement beaucoup, parce que la prévention routière a montré l'excellence de ces résultats, c'est l'animation de proximité par des professionnels, doublés de bénévoles, qui peuvent diffuser de manière spécifique par secteur géographique la connaissance et la volonté d'investir pour se prémunir contre les catastrophes naturelles majeures qui caractérisent, qui concernent le plus ces différents secteurs géographiques. Voilà, vous êtes nombreux, j'en suis sûr, à faire appel au service de l'association Prévention Routière. Transportez-vous dans un clone, si je puis dire, de l'association Prévention Routière et imaginez ce que peuvent faire conjointement des représentants des compagnies, des agents généraux, des représentants de mutuelles, des représentants de la DGPR délocalisés pour inciter à comprendre, à maîtriser et à investir pour la prévention. Voilà. Je vais en rester là parce que j'ai 6 minutes 50 de retard et voilà, j'espère vraiment que non seulement les pouvoirs, enfin, que ce jeu collectif va fonctionner, que les pouvoirs publics vont construire un cadre facilitant la prise d'initiative par les assureurs. C'est déjà le cas en ce qui concerne l'atténuation et j'espère vraiment que vous tous, les assureurs, prendrez des initiatives non seulement porteuses pour le bien public, mais aussi porteuses pour votre différenciation. Excellente journée. Merci beaucoup.